Dans notre premier épisode sur le sport et l'adolescence, nous avions vu qu'il existe une différence entre âge chronologique et âge biologique. Une fois cette considération faite, il va s'agir d'adapter l'entraînement en fonction des besoins de nos jeunes. On va tenter d'organiser tout ça aujourd'hui. Bienvenue dans Prépa et Performance. Nous avions vu dans la première vidéo de cette série qu'il existe deux phénomènes distincts, la croissance et la maturation. D'un côté, nous sommes sur une évolution quantitative, de l'autre, qualitative. Puisque les systèmes évoluent à des vitesses différentes, il devient donc logique qu'il faille amener des stimuli différents en fonction des périodes. Nous allons voir aujourd'hui comment il est possible de répondre aux contraintes et hiérarchiser le contenu d'entraînement de nos jeunes. Pour ce faire, nous repartirons du calcul du pic de vélocité de croissance et des catégories d'enfants, de prépubères, pubères et post-pubères. Nous serons ainsi sûrs de tous être sur la même longueur d'onde. Ensuite, nous allons décortiquer les grandes qualités physiques et tenter de les comprendre pour mieux les entraîner. À l'approche de la puberté, nous avions vu qu'il existe une multitude de modifications physiques chez les jeunes. Les tissus osseux, adipeux, musculaires se développent. Le tissu nerveux, quant à lui, a déjà atteint un important niveau de développement à l'adolescence. On considère qu'à 7 ans, le système nerveux central a déjà atteint 95% de sa taille adulte. Or, beaucoup de qualités dépendent de ce développement nerveux, comme l'équilibre, la coordination, la vitesse ou encore l'adresse. Donc, si le système nerveux est déjà développé à l'adolescence, il s'agira de le développer bien en amont. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'une grande partie des coordinations motrices est acquise durant l'enfance. On constate qu'une personne qui aura pratiqué un sport très tôt, quand bien même il s'arrête durant de longues années, retrouvera très rapidement des repères. Ces acquisitions techniques précoces seront en quelque sorte ancrées dans sa motricité. Et si l'on prend le problème à l'envers, il va être plus difficile d'apprendre de nouvelles coordinations une fois adulte. Ce constat se fera dans toute forme d'apprentissage, ici le sport, mais aussi pour un instrument de musique, etc. En découle une logique évidente. Durant l'enfance, nous allons chercher à faire vivre le plus de motricité possible à nos jeunes. L'intelligence motrice qui en découlera sera un plus tout au long de la vie de notre sportif. Pour ce faire, nous avons bien entendu la possibilité de faire réaliser des gammes techniques du sport de référence. Mais il sera également essentiel de ne pas se limiter à la pratique spécifique. Cette idée d'intelligence motrice émanera justement de la diversité de pratiques. Le savoir nager, les mouvements gymniques, les sports de raquette ou l'échelle de coordination sont autant de pratiques qui vont pousser le jeune dans ses retranchements moteurs. La variété et la polyvalence sera un point clé de la future motricité de notre sportif. Laissez libre cours à votre imagination pour que chaque séance d'entraînement connaisse des contraintes motrices et coordinatives. Qui plus est, l'apprentissage précoce des mouvements de musculation pourrait être un prérequis plus que pertinent pour de jeunes sportifs. Lorsque l'on débute la préparation physique sur le tard, nous devons passer par toute une phase d'apprentissage des mouvements. Ainsi, nos sportifs pourront pratiquer en sécurité et optimiser leurs résultats. Cependant, le temps d'apprentissage est conséquent, surtout après le pic de vélocité de croissance. Si nos jeunes apprennent ces mouvements durant l'enfance, ils pourront bénéficier des avantages liés à la puberté dans l'amélioration de leur qualité. Nous y reviendrons plus tard. Également, un point très important sur l'aspect de la coordination est le phénomène de modification du schéma corporel. À l'approche et durant la puberté, les modifications physiques de nos jeunes vont complètement les déstabiliser. Les membres inférieurs vont s'allonger dans un premier temps, puis ensuite le tronc. C'est d'ailleurs grâce à ce constat que la méthode de Meerwald est possible. En découle une maladresse accrue et une perte de repère des habitudes motrices. Mon handballeur, qui avait l'habitude de faire son saut en extension depuis des années, va être complètement déstabilisé. Il est alors essentiel de ne pas négliger le travail moteur et technique durant la période de puberté. La raideur tendineuse chez les enfants est très limitée. On a tous déjà pu constater que les plus jeunes d'entre nous ne se blessent que très peu. Ils connaissent une souplesse tendineuse très importante. Cependant, durant l'adolescence, et comme expliqué précédemment, l'allongement des membres inférieurs va déstabiliser les structures. Qui plus est, avec la prise de masse musculaire liée au pic hormonal, les muscles augmentent leur tension sur les articulations. Qu'est-ce qui en découle? Une augmentation de la raideur tendineuse et une fragilité plus importante de l'organisme. Les tensions des quadriceps, des mollets et de leurs insertions tendineuses sont beaucoup plus conséquentes. Elles peuvent entraîner des phénomènes d'ostéochondrose, c'est-à-dire de lésions cartilagineuses. Ce sont plus communément les maladies de croissance comme Osgood-Schlatter ou Sever. Mais ce n'est pas tout, il existe beaucoup d'autres zones cartilagineuses en attente d'ossification. Toutes celles-ci peuvent craindre des pathologies ostéo-articulaires. Dans une moindre mesure, on peut également constater une augmentation des tendinopathies du tendon rotulien ou du tendon d'Achille. Une première réponse, préventive à l'approche du pic de vélocité de croissance, va être de réduire le volume d'entraînement. On va chercher à contrôler le contenu des séances, surtout en termes de contraintes musculo-tendineuses. Pour ce faire, évidemment, la quantification sera essentielle. Le nombre de sauts en pliométrie ainsi que les hauteurs,
les charges en musculation, les durées et les distances en sprint. Il s'agira de quantifier toutes ces méthodes d'entraînement où le stress musculo-tendineux sera décuplé. Le mot d'ordre sera la prévention plus qu'à l'optimisation pour préserver l'intégrité physique de nos jeunes. Toujours dans cette idée de raideur générée par une croissance rapide, les étirements vont être une seconde réponse pour le bien-être de nos jeunes. Cette perte de souplesse, potentiellement ajoutée à la sédentarité d'une personne qui ne serait pas très active, peut devenir désastreuse plus tard. En effet, les problèmes de dos récurrents dans le monde du travail sont souvent liés à un manque d'amplitude de la bascule antéversion-rétroversion du bassin. On perd cette mobilité petit à petit, pourtant essentielle au bien-être physique. L'ensemble de la chaîne postérieure devient amorphe à maintenir une position assise tout au long de la journée. Donc, dès la puberté, il va être essentiel, et ce surtout pour des jeunes moins attirés par l'activité physique, de proposer du contenu d'étirement et de mobilité. Combien connaissez-vous de personnes autour de vous ayant pu témoigner de disparition des problèmes de dos après une reprise d'activité? Ce phénomène est simplement dû à la sollicitation de ses propres articulations, sans même parler d'un programme d'entraînement miracle. Le mal de dos n'est pas le mal du siècle, mais la sédentarité l'est. Nous sortirons bientôt une vidéo sur les étirements pour rentrer plus en détail de ce vaste sujet. Mais ce qu'il est important de comprendre, c'est que si l'on veut intégrer les étirements au bon moment dans l'entraînement de nos jeunes, il va être important qu'ils y soient sensibilisés en amont. En clair, je peux vous conseiller d'amener les étirements en éducatif avant la puberté. Ainsi, les jeunes y seront habitués durant leur pic de croissance quand il s'agira de les appliquer de façon plus récurrente. Il peut alors être pertinent de contrôler la mobilité de nos athlètes. Par exemple, on sait que la vérification du niveau de dorsiflexion chez les jeunes peut témoigner de tensions au niveau du tendon d'Achille qui peuvent se répercuter sur le tendon rotulien. Nous ferons prochainement une vidéo sur l'évaluation de la mobilité articulaire. Avant même de parler d'entraînement des qualités physiques, il va être inévitable de penser à la stabilité de la posture. Bien entendu, ce travail est essentiel à tout âge. Mais les transformations établies à la puberté vont être très impactantes pour nos jeunes. Par exemple, et de façon très commune, on constate un déséquilibre de force entre les quadriceps et les ischio-jambiers en phase post-pubère. On parle de décompensation musculaire suite à l'allongement des membres. Attention alors au risque de valgus dynamique. En clair, c'est un genou qui va rentrer en rotation interne durant une flexion. Ce phénomène est très fréquent, et notamment chez les jeunes femmes. Une faiblesse de hanche va se répercuter sur l'alignement genou-cheville et créer d'importants risques pour les zones articulaires. Il va falloir travailler le gainage, la stabilité articulaire, l'équilibre et la proprioception. Outre la performance, le gainage va être essentiel pour avoir plus de facilité à déplacer son corps dans l'espace. Nous y reviendrons tout à l'heure. Ce travail, de façon macroscopique, sera non négligeable tout au long de la vie du sportif. La force a longtemps été laissée de côté chez nos jeunes pratiquants. C'est une erreur. Les clichés sur la musculation responsable d'un arrêt de la croissance sont à mettre au placard. Et il est absolument essentiel que ce discours soit partagé au plus grand nombre pour en finir avec les idées reçues. Nous pouvons d'ailleurs constater que dans le DLTA canadien, c'est-à-dire le protocole de développement à long terme de l'athlète, la force est toujours proposée après le pic de croissance. S'il est intéressant de s'inspirer de ce protocole pour beaucoup de choses, c'est à mon sens une de ses grandes limites. Nous reviendrons sur le sujet de la musculation chez les jeunes dans une vidéo dédiée. Quoi qu'il en soit, à la puberté, l'ossature s'allonge de façon très importante. Il va donc être essentiel qu'elle soit soutenue par une masse musculaire forte et stable. La première réponse sera bien évidemment le gainage, afin de renforcer et stabiliser la posture. On préviendra ainsi d'importants risques de blessures liés à la croissance. L'enfant sera naturellement limité en force, et ce, en grande partie par une immaturité nerveuse. En ce qui concerne l'hypertrophie, elle sera limitée également, car peu d'hormones anabolisantes. Pour autant, le travail de recrutement et de synchronisation des fibres musculaires sera intéressant pour la performance. Il ne faut donc pas l'exclure des programmes de préparation physique. À travers un entraînement en force, ils vont petit à petit améliorer leur capacité à recruter et synchroniser un nombre important de fibres. Lors de la puberté, quand les hormones joueront leur rôle, ces mêmes fibres gagneront en volume. Si elles ont été sollicitées en amont, les résultats seront bien plus importants sur le niveau de force acquis. Qui plus est, dans une logique d'adaptation des charges durant le pic de vélocité de croissance, on pourra se tourner vers des méthodes alternatives d'hypertrophie. Nous avions vu dans cette vidéo qu'il était possible, avec des charges de 30% du 1RM, de développer l'hypertrophie. Ce sera sans doute une méthode intéressante à intégrer chez nos jeunes pubères. D'autre part, on constate durant la puberté une augmentation du RFD, c'est-à-dire de l'explosivité musculaire. Ce phénomène est notamment dû à une diminution du délai entre l'activité électrique, nerveuse, et la réponse mécanique. Il va donc être intéressant de travailler cette qualité rapidement. Toujours dans cette idée de prévention des tendons et des cartilages, on limitera les charges utilisées. Mais des méthodes balistiques, par exemple, permettront de développer l'explosivité, peu importe le niveau de charge utilisé. Également, le phénomène dont nous devons tenir compte pour les post-pubères est le déséquilibre de force généré par la décompensation musculaire. Nous l'avons évoqué tout à l'heure à propos du valgus dynamique. Des études ont mis en avant le fait que le ratio quadriceps ischio-jambier se voyait modifié en phase post-pubère, surtout chez les jeunes filles. En découlent des quadriceps bien plus forts que des ischios,
source numéro 1 de l'instabilité du genou. Nous reviendrons sur ce sujet dans une vidéo dédiée à cette articulation, mais quoi qu'il en soit, il va être important de renforcer les zones sensibles pour ne pas prendre de risques. Ici, on focalisera son attention sur les muscles de la chaîne postérieure. Pour finir, les intérêts physiques de la musculation ne sont plus approuvés durant la croissance. On permettra une augmentation de la densité osseuse, une amélioration de la force et de l'endurance musculaire, une diminution des adipocytes, des risques cardiovasculaires, etc. Les qualités d'endurance d'un jeune sont très marquées. On a tous déjà remarqué que dans une cour de récréation, les jeunes courent sans arrêt et n'ont pas l'air de se fatiguer. Le bagage métabolique de l'enfant est exceptionnel comparativement à un adulte. Il récupère extrêmement vite. C'est notamment en grande partie grâce à ses capacités oxydatives musculaires. Cette capacité va être à l'origine de la qualité de récupération à la suite d'un effort très intense. Donc, plus mon potentiel musculaire oxydatif est important et plus je pourrai reproduire des efforts de haute intensité. Cependant, durant la puberté, celle-ci diminue de façon importante. Il va être alors essentiel de continuer d'entraîner nos jeunes durant la puberté pour limiter cette perte. Ainsi, on préservera ce bagage métabolique qui permet des performances en endurance de haut vol. Le travail fractionné à haute intensité sera un précieux allié puisque nos jeunes récupèrent de façon très rapide, même avec de courtes récupérations. On peut d'ailleurs constater qu'ils reconstituent leur stock de phosphocréatine 2 fois plus vite qu'un adulte non entraîné et presque aussi rapidement qu'un adulte entraîné en endurance. Dans cette même idée, on peut constater qu'ils redescendent leur fréquence cardiaque après un test de Wingate bien plus rapidement qu'un adulte, même très entraîné. On pourrait, métaboliquement, les comparer à des adultes très entraînés en endurance. Cependant, précisons que même dans les sports de durée, il ne faudra pas se focaliser uniquement sur cette qualité. En effet, les jeunes sont de toute façon déjà extrêmement développés en endurance. Or, on a pu voir précédemment que d'autres qualités n'ont pas cette chance. Il sera donc important de ne pas passer trop de temps à entraîner des qualités déjà développées au profit de qualités moins naturelles. En résumé, je pense que le parti pris de la prévention est le plus pertinent dans notre formation actuelle. Pour limiter les problèmes de croissance et de déséquilibre musculaire, le mot d'ordre sera de s'assurer de proposer du contenu d'assouplissement pertinent en fonction des phases, ainsi que de coordination. Dans la coordination, j'englobe évidemment l'ensemble du travail d'équilibre, de proprioception, de stabilité articulaire. Ces exercices devront être la pierre angulaire du développement de toutes les autres qualités pour ne pas risquer de blessures liées à une mauvaise posture ou à un mauvais contrôle de son propre corps. Concernant les qualités d'endurance, on cherchera à les entretenir à partir de la puberté pour limiter leur déperdition. Pour la force, on débutera le plus tôt possible à partir du moment où la pratique de la musculation est réalisable en sécurité avec des trajets moteurs bien intégrés. On limitera les charges lourdes durant le pic pubertaire, dans un souci de prévention, mais l'on pourra s'orienter vers des logiques de puissance et d'explosivité. On profitera des augmentations des taux de testostérone et d'œstrogène pour développer l'hypertrophie musculaire au pic de vélocité de croissance et pour les années à suivre. Si beaucoup de qualités sont à maintenir ou développer durant la puberté, il faudra cependant veiller à limiter le volume d'entraînement pour éloigner au maximum les risques liés aux maladies de croissance. En conclusion, l'individualisation des qualités physiques chez les jeunes pratiquants est essentielle pour préserver leur intégrité physique d'une part, tout en assurant un développement des qualités. Dès le plus jeune âge, on va chercher à entraîner la coordination et l'équilibre en lien avec le développement du système nerveux. On veillera à faire d'importants rappels au moment de l'adolescence pour contrer les modifications du schéma corporel. Également, on fera attention à maintenir le travail de souplesse et d'endurance, souvent négligé à l'adolescence. Ils pourront ainsi soulager leur tension musculaire importante et entretenir leur qualité métabolique exceptionnelle. Enfin, pour le travail musculaire, notamment en force et en explosivité, on débutera le plus tôt possible. On veillera à adapter les méthodes durant le pic de croissance pour limiter les charges. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce second volet sur le sport et l'adolescence pourra vous permettre d'améliorer la prise en charge de vos jeunes sportifs. Comme d'habitude, likez, commentez et partagez pour nous soutenir. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement, et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut! La variété et la polyvalence, plus que phénomène d'ostéochondrose, c'est-à-dire de lésions tendineuses.